mesdames et messieurs, c'est le 21 juin 2017. Merci d'être en notre compagnie. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Si vous nous regardez de l'extérieur, le meilleur pays, quoi. Chaque fois, il y a toujours un buzz. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le milieu politique ou partout, en tout cas, il y a toujours un buzz. Et moi, je suis mal placé pour donner la teneur du buzz ambiant en ce moment. Ce sera l'affaire donc de notre spécialiste du buzz, Fatim Djégué, dans le volet revue de presse du vendredi, où on parle de revue de presse people. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose et on est très heureux de vivre et d'avoir la nationalité de ce pays. Mais par contre, une autre aussi qui est très affairée, mais toujours là, et que j'ai plaisir à retrouver, c'est bien sûr Eva Amani. J'ai failli dire un autre nom. Bonjour Marco. Bonjour. Bonjour chez vous, oui, c'est moi. Bienvenue en Côte d'Ivoire, le meilleur pays du monde mondial, comme dirait l'autre. Vous suivez donc la matinale, qui va se décliner comme suit. Alors, nous recevons dans notre chronique écologie, alors le docteur Kwame Nguessa André, qui était là la semaine dernière. Il est directeur de la planification et mobilisation des finances à l'ONAD, c'est l'Office national de l'assainissement et du drainage. On a parlé avec lui la semaine dernière. On reviendra encore sur les dispositions pratiques à prendre en saison des pluies pour éviter tout désagrément. Et puis, vous le savez, la nuit du destin, c'est bientôt. On parlera donc du sens de cette nuit-là avec le professeur Karamoya Yaya, qui est imam à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et puis, bien sûr, vous le savez, tous les mercredis, j'en perds mon latin, c'est la thématique famille avec le docteur Bernadette Assonguessan. Il sera question du conjoint sans emploi dans la vie du couple. Ah oui, la semaine dernière, on parlait de femmes salariées. On a parlé un peu de ces couples où la femme travaille et l'homme non. On parlera cette fois-ci de la situation du conjoint qui ne travaille pas. Comment harmoniser les choses? Bien évidemment, vous aurez des reportages, des no-comments. Vous aurez le journal, la revue de presse. Mais on démarre tout de suite par la titrologie. Et qui la présente? C'est celle-là. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. C'est bien connu, l'événement d'hier fait la une du jour et non, ce ne sera pas Seridier qui se retrouve donc en une des journaux, mais bien l'arrivée de Nicolas Sarkozy, à l'instar bien sûr de la couverture de Fraternité Matin, qui reprend les mots de l'ex-président français. La démocratie se stabilise et l'économie se développe, a-t-il dit au sujet de la Côte d'Ivoire. Il était accompagné des hauts responsables du groupe Accor et Bolloré. Le nouveau réveil aussi évoque l'arrivée de Nicolas Sarkozy, mais s'intéresse surtout au sphinx de Daoukro et s'interroge qui en veut à Bédier et que lui reproche-t-on après ses récentes interviews publiées par Jeune Afrique. Tout autre sujet maintenant en une de l'éléphant déchaîné qui titre 1,4 million d'étrangers naturalisés. Comment les Ivoiriens ont perdu leur nationalité. Le billet hebdomadaire évoque aussi le suicide des baleines politiques auquel on assiste actuellement. L'Expression s'intéresse à l'alliance du 3 avril dont les députés se désolidarisent, une information sur laquelle je reviendrai dès le démarrage de la revue de presse. On poursuit avec l'Inter qui titre « Un proche d'Ibé martèle pas d'arrangement avec Ouattara » et on apprend que le commando invisible était hier au siège du RDR, je les cite, « Notre patience a des limites ». Soir Info s'intéresse à la situation politique et parle de ralliement important pour Guillaume Soro. Et on apprend qu'à Yopougon, des enseignants assiègent les bureaux de l'évêque. Je détaillerai cette information lors de la revue de presse. On parle aussi de politique à la une de Nord-Sud avec Touré Mamadou, porte-parole du parti présidentiel, qui affirme que le RDR va respecter ses engagements, mais, car il y a un mais, et on apprend qu'à Mans, l'État ferme la mosquée sunnite sous fond de conflits religieux. On continue avec l'intelligent d'Abidjan qui titre « Lac de Yamoussoukro, 5 ans après, la famille du vieux Diko Toké, dévoré par les crocodiles, revient sur le drame et en appelle à l'aide. Nous sommes dans la pauvreté, disent-ils. » Et on finit donc avec le journal de l'opposition Notre Voix qui ce matin encore consacre sa une au procès à la CPI et titre « La défense de Blé Goudé achève l'espion du RDR ». Je vous donne donc rendez-vous aux alentours de 6h45 pour une revue de presse complète. À tout à l'heure. Alors, Fatim, je ne vous laisse pas partir. Hein. Nous sommes à la fin de la saison la semaine prochaine. Alors, vous allez nous faire un récapitulatif des buzz. Ça, c'est un exercice que je vous donne, le récapitulatif de tous les buzz qui ont rythmé la saison.
Et le dernier en date, Seridie José, il est trop passionnant, quoi. Franchement, depuis hier, Eva et moi, on fait ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire l'affairage de ma vie, c'est ça. Non, c'est pas mon genre. Celle qui me forme en particulier, c'est Fatima. Donc, et puis Eva, c'est... Ce n'est pas du tout mon genre. Je l'informe, c'est... Rendez-vous vendredi dans la Titologie, dans la revue de presse. Pas sûr. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. Merci de vous réveiller vraiment dans ce magnifique pays où il y a toujours quelque chose qui retient l'attention. Et ce qui me plaît, c'est cette capacité qu'ont les Ivoiriens à tout tourner en dérision. Si vous voyez les commentaires, quel que soit le buzz qui est ambiant, vous allez rigoler et ça vous fait oublier parfois aussi. Et c'est cela qui est du bon, c'est en cela qu'il y a du bon dans tout cela. Ça vous fait oublier parfois les soucis. N'oubliez pas que nous sommes à J-29 de la francophonie, les 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont venir, les principales délégations qui vont arpenter les rues d'Abidjan à l'occasion de cette grande fête, en tout cas, vont trouver un pays magnifique, un pays vraiment accueillant et hospitalier avec H majuscule. Le capitaine sportif de notre émission s'appelle Fabio Capello. C'est comme ça qu'on l'appelle, le coach Fabrice. C'est avec lui qu'on ouvre chaque fois les vannes de cette émission. La gym, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour Eva, bonjour Marco, j'espère que vous avez passé une superbe nuit. Alors aujourd'hui notre séance est consacrée au gainage dynamique, donc on va renforcer nos abdominaux. Donc il vous faut juste un tapis et si vous êtes prêts, allez on part déjà pour le premier exercice. On va alterner la position de pompe et de gainage facial. Alors qu'est-ce que ça donne? On se met d'abord en position de gainage facial, là, et on monte là sur les mains et on redescend, ça fait 1. Alors pour ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice de cette position, on descend juste les genoux, on lève les jambes derrière et on monte là 1, 2, ok. On va en faire 10, 2 fois. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, en 4 temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle. On respire un peu. Allez, on va y retourner encore une deuxième fois. Cette fois-ci, on va pousser d'abord avec le bras gauche pour alterner. Ok, comme on a commencé au départ sur le bras droit, on commence cette fois-ci avec le bras gauche. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas réaliser cet exercice comme je viens de le faire, n'hésitez pas à mettre les genoux au sol et à relever les jambes derrière. Ok? Alors, le second exercice que nous allons faire, on reste cette fois-ci en position de pompe là. On va faire le grimpeur. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fait 15. 2, 3, 4. Ok, super. Allez, on souffle. On respire. Allez, on y retourne, dernière fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3. Pour ceux qui peuvent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Alors, si passer rapidement, comme je viens de le réaliser, vous fatigue, n'hésitez pas à passer comme j'avais fait lors de la première exécution de ce mouvement, c'est-à-dire de manière unilatérale, le grimpeur. Vous montez la jambe droite, vous la ramenez, vous montez la jambe gauche et vous la faites redescendre encore. Alors le prochain mouvement que je vous propose, c'est le grimpeur croisé, c'est-à-dire que le genou va venir toucher le coude opposé. Par exemple, le genou droit vient chercher le coude, ok. Même si vous ne touchez pas, c'est pas grave, mais c'est la rotation du buste, ok, que nous cherchons donc pour travailler l'ensemble abdominal, principalement les obliques. Allez, on part. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Alors là, je l'ai réalisé lentement, comme je l'ai fait pour le grimpeur tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais aller un peu plus vite, ok? Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Allez, vous soufflez, on respire. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. On respire. Allez, le dernier mouvement que je vous propose donc pour notre petite séance de gainage dynamique aujourd'hui, c'est le gainage facial, mais avec un mouvement de jambes. Généralement, on l'appelle plank jack. Mais cette fois-ci, on va le faire de manière unilatérale. Ok? Et pour ceux qui peuvent, on va bien réaliser les plank jack. Alors, on se met en position là, de gainage facial, et on part. 1, 2, 3, 4, ok. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous restez carrément sur vos genoux et vous partez là. 1, 2, 3, ok. Attention à ce que le fessier ne soit pas trop remonté. Il faudrait que le dos reste bien droit. Donc, veillez à cette position. Et on y va. 3, 2, 1. Top, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, on souffle. Alors, comme je l'avais dit tantôt, il est possible de réaliser ce mouvement-là avec les deux jambes en simultané. On n'en fera que 10. Allez, on part là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, lorsqu'on finissait cet exercice, la séance est terminée. Donc, n'hésitez pas à répéter ces mouvements de gainage dynamique. Ça va faire le plus grand bien. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Allez, ciao. Ciao, coach Fabrice. On reste toujours dans le domaine du sport, mais cette fois avec un sport un peu plus tranquille. Vous connaissez donc le yoga. Et il faut savoir que le Goat Yoga, ou tout simplement Yoga Chèvre, c'est la dernière folie en matière d'exercice physique aux États-Unis. Dans des fermes, notamment en Californie, une compagnie de chèvres naines aide les yogis à se relaxer et à maintenir la pose en ayant, tenez-vous bien, une chèvre sur le dos. C'est moi. Yes, and be exactly where you are. Give yourself a nice little stretch. Now, inhale back halfway, and then on the exhale, walk your hands. Unfortunately, a lot of people stereotype yoga, and they think, yoga, oh my God, I can't stand on my head. I can't balance like that. But as you see, that's not what it's about. Yoga is about the breath. If you sit here the whole time, have a goat chew on your hair and you're present and you're breathing, that's yoga. He loves your hair ties. Yes. More the right hair ties. They climb on you, and then they try and eat your hair ties and your yoga mat during class. So yeah, that does have some challenges that you wouldn't normally have during yoga, but it adds character. Hamstring. As you go back, feel if it's tight in that. On aura tout vu avec les Américains. Mais bon, si ça peut permettre d'avoir un certain bien-être, franchement. Mais en tout cas, pour nous, voyons ça d'ici, ça craint. J'imagine nos parents, donc, nous les chèvres, donc, voilà. Ici, voilà, c'est un bon kijenou et puis vite fait, voilà, façon de parler. Et vous savez, Marco, que le yoga a de plus en plus d'adeptes en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a beaucoup de clubs de yoga qui s'ouvrent, les Ivoiriens essaient cette tendance. Apparemment, c'est un sport très complet. Moi, j'arrive pas à comprendre comment, en restant tranquille, en ne faisant pas de fort, on dira, exercice physique, on arrive à garder la forme. Mais apparemment, c'est très... Je vais vous initier. Mais d'être maître yogi. Oui, il faut... Non, mais je peux vous initier, mais seulement les cours commencent à partir d'une certaine heure. Il faut être disponible. 14h. Oui, 14h de la nuit.
Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Le temps est doux, frais sur toutes les principales poches climatiques de notre pays. Et puis, on espère que la pluie va épargner les fidèles musulmans qui, vous le savez, ce soir, donc, iront du côté des principales mosquées donc, pour la nuit du destin. Une nuit très importante, donc au cœur de cette période de jeûne. À cet effet, dans quelques instants, nous allons recevoir l'imam de l'université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Karamoko Yaya, voilà, qui sera avec nous, avec qui nous allons parler un peu de tout ce qui rythme un peu cet important moment spirituel de nos frères et sœurs de confession musulmane à travers le monde entier. Dans quelques jours seulement, ce sera donc la fête du Ramadan. On parlera également de tout cela également avec lui. Mais avant, nous allons faire escale du côté d'un pays qu'on aime bien, Chypre, un très bon pays pour les vacances. Mais là-bas, il y a une situation qui n'est pas très réluisante. Il s'agit du braconnage. Et le braconnage, c'est pas bon, c'est interdit. Et là, quand il est industriel, concernant les oiseaux migrateurs, eh bien ça craint. Regardez. Les vols sont à la recherche d'oiseaux. Ce n'est pas par passion pour l'ornithologie, mais c'est pour les sauver. Pendant les périodes migratoires, ils parcourent la côte de Chypre à la recherche de pièges et de filets. Le braconnage est interdit ici, mais quelques 150 espèces d'oiseaux, dont 80 en voie d'extinction, sont régulièrement chassées pour la consommation. Une tradition à laquelle tiennent certains Chypriotes. Ils nous disent « Pourquoi venez-vous dans notre pays pour nous empêcher de pratiquer nos traditions ?» Mais au final, les oiseaux n'appartiennent pas aux Chypriotes, surtout ceux qui traversent plusieurs frontières. Particulièrement recherchés, les fauvettes à tête noire, cuisinées pour un plat très convoité, servi discrètement dans certains restaurants, l'ambelopoulia. Depuis des années, les bénévoles se mobilisent, libérant des oiseaux et retirant les pièges. Au début des années 2000, le braconnage était dans le collimateur des autorités chypriotes qui souhaitaient rejoindre l'Union européenne. Mais depuis l'adhésion en 2004, les écologistes critiquent le manque de volonté politique du gouvernement. En 2010, le département de la chasse a estimé que le commerce issu du braconnage illégal d'oiseaux revenait à 15 millions d'euros par an. Il ne s'agit pas là d'une petite tradition, mais plutôt d'un commerce à large échelle et d'un marché illégal. Le phénomène est aussi préoccupant dans les bases britanniques. La Grande-Bretagne dispose de 2 vastes bases souveraines sur l'île et d'une police qui traque les braconniers. Le braconnage d'oiseaux est une activité illégale passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 17 000 euros. Pas suffisant pour les organisations de défense de l'environnement. Elles demandent une application plus stricte de la loi, une meilleure gestion de l'habitat et des campagnes de sensibilisation. Environ 2,3 millions d'oiseaux sont tués ici chaque année. Un constat accablant pour la petite île méditerranéenne, lieu de passage majeur pour les migrateurs. D'accord. L'imam, voilà, vous comprenez que l'entretien a déjà démarré avec notre imam qui est installé. On rappelle qu'il est imam à l'université Félix Houphouët-Boigny, mais il est professeur à l'université Nangui à Bourgois. Le professeur, donc, Karamoko Yaya, on dit imam ou professeur? Oui, professeur, imam ou professeur, c'est la même chose. Oui, oustaz, ça passe très bien. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci bien. 26e jour de jeûne déjà. Oui. Ce soir, ce sera la nuit du destin. On en entend parler pour ceux qui ne sont pas musulmans. Qu'est-ce que la nuit du destin représente et signifie pour le musulman? La nuit du destin représente d'abord un événement majeur dans l'existence, dans la mission même du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. C'est dans cette nuit-là que le Coran, le livre saint des musulmans, a été révélé aux messagers. Donc c'est une nuit aussi d'une très grande valeur spirituelle. Il y a carrément une sourate, qui est un chapitre du Coran qui est consacré à la valeur de cette nuit-là. Le chapitre 97, où Dieu nous dit que nous l'avons révélé, ces livres-là, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? C'est une nuit dont la valeur spirituelle dépasse 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire plus de 83 ans et 4 mois d'adoration. Et en plus de cette commémoration historique, fondatrice de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi une occasion particulière de se repentir
de se pardonner. C'est pour ça que certains disent que c'est un peu la répétition générale de notre foi avant le Ramadan. Effectivement, avant la fête du Ramadan, ça fait 26 jours que nous jeûnons. Le jeûne qui est un appel à la retenue, à l'abstinence, à méditer aussi sur la condition humaine. Déjà, si c'est la raison du Ramadan qui fait que nous ne déjeunons pas, c'était l'occasion de méditer que certains ne déjeunent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de déjeuner. C'est aussi le moment de se remettre en cause, de s'améliorer, de pardonner. Alors après les 26 jours de pénitence, ce soir, effectivement, cette commémoration et cette période particulière est l'occasion de faire une récapitulation parce que la finalité du Ramadan lui-même, Dieu nous dit dans le Coran que le Ramadan a été révélé dans le chapitre 2. Ce Ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à des communautés religieuses avant vous, afin que vous puissiez avoir de la piété. Alors avant de sortir du Ramadan, c'est important de se concentrer davantage pour être sûr que la récolte a été bonne sur le plan spirituel. Alors justement, toutes ces vertus-là qu'on retrouve, qu'on magnifie, on dira, pendant le Ramadan, donc notamment la piété, le partage, la générosité, on ne doit pas les garder uniquement pendant le mois de jeûne. Elles doivent nous accompagner pendant toute l'année. Effectivement, c'est comme une équipe de football qui va en entraînement. L'entraînement, la concentration et autres, ce n'était pas seulement pour bien s'entraîner et avoir des félicitations de l'entraîneur, mais c'est pour, dans les autres périodes, les autres 11 mois, on doit sortir avec des ressources spirituelles très fortes, bien assises du mois de Ramadan. Et tout ce qui nous a été appris, même la modération aussi, sur le plan alimentaire, même, ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai, avec les musulmans aujourd'hui. Tout ça, ça doit nous servir en dehors du mois de Ramadan. Il n'est pas question de faire du Ramadan une haute saison de spiritualité qui ne laisse rien en dehors du Ramadan. Avec Dieu, il n'y a pas de haute saison, il n'y a pas de basse saison. Il y a une saison continue pour la vie. Oh oui, en tout cas dans la bienfaisance, si Ramadan est plutôt une période favorable au repentir, une période favorable à l'intensification des actes d'adoration, à faire plus attention à nos caractères. Parce qu'il y a les actes cultuels, mais il y a notre comportement de tous les jours. Là, Ramadan est une occasion, parce que la valeur du jeûne, par exemple, peut être abîmée par des propos que nous tenons. Par exemple, la médisance. Médire en islam, c'est dire des gens ce qu'ils ne veulent pas entendre d'eux, que ce soit vrai ou pas. Pendant Ramadan, nous avons appris tous ces caractères. Et je vous assure, c'est pour pouvoir les appliquer les autres mois, toujours. Parce que le mal reste le mal, le bien reste le bien et la générosité demeure la générosité. Absolument. Alors, dites-nous concrètement, Eva et moi, nous voulons savoir comment ça se passe une nuit du destin. La nuit du destin, il y a deux dimensions. Il y a une dimension spirituelle pour avoir ces jours-là, cette nuit qui fait 83 ans de valeur d'adoration. Il faut intensifier davantage les actes d'adoration des nuits, la prière, et la lecture du Coran, et les aumônes, la générosité pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il faut encore, c'est en sortant qu'on intensifie davantage les actes cultuels des nuits. Maintenant, la 27e nuit, elle a été, après des spéculations, l'analyse de certains textes, elle a été choisie par la plupart des docteurs de la foi comme une nuit de commémoration. Certains pensent que Laylatul Qadr, dans sa valeur spirituelle, est seulement la 27e nuit. En tout cas, c'est elle qui est choisie par la plupart des oulémas dans la communauté musulmane pour intensifier ces actes. Quand ces jours-là arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On fait des conférences, des entretiens, l'exégèse du Coran, surtout beaucoup de prières surrogatoires et comme durant toutes les nuits du Ramadan, on échange des présents, surtout sur le plan culinaire et d'autres plans, mais surtout la sourate 97 insiste, c'est une nuit de paix jusqu'au lendemain. Cette paix nous appelle aussi au pardon, parce que l'invocation que le prophète nous a conseillée, que faire cette nuit, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, tu es indulgent, tu aimes pardonner à tes créatures. S'il vous plaît, pardonnez-nous.
On ne peut pas être en train de magnifier l'indulgence du Seigneur, de demander son pardon et nous-mêmes continuer de tenir grief aux autres pour ce qu'ils nous ont fait. Bien sûr, on ne parle pas de pardon quand les gens nous ont fait que du bien. C'est quand on est frustré qu'il y a pardon. Donc, prière surrogatoire, lecture du Coran et aussi qu'on se pardonne en plus de la générosité. Ce sont les pratiques de ce soir. Et après ce soir, il y aura la fête, le Ramadan. Comment est-ce qu'on célèbre cette fête-là? La fête du Ramadan, qui est aussi l'Aïd el-Fitr, c'est une fête qui met fin à cette période de pénitence, de concentration spirituelle. Et cette fête, sa célébration, le plus important le matin, les pères de famille, les responsables des familles qui ont les moyens, la journée commence avec la Zakat el-Fitr, l'aumône purificatrice du jeûne. Le but de l'aumône purificatrice du jeûne, c'est que ces jours-là, le prophète dit que paix et salut de Dieu soit sur lui. Évitez aux démunis ces jours-là la mendicité. Faites tout pour qui n'ait pas à vous demander. Prenez les devants et allez leur donner de quoi manger ces jours même. Donc cette aumône purificatrice, elle est quasiment obligatoire pour qui en a les moyens. C'est l'équivalent d'un repas consistant par personne que nous avons dans notre famille à offrir très tôt le matin ou bien même dès ce soir. Et cette aumône doit être donnée avant la prière qui se fera vers 9 h. Si elle est faite après la prière, ce n'est plus l'aumône purificatrice du jeûne. Et en plus de ça, on porte les meilleurs habits qu'on a et on se rend ensemble à la prière, de préférence ces jours-là, pas dans la mosquée, mais dans un espace. Et on se rend à la prière et l'imam va faire un prône sur la valeur du jeûne, l'enseignement du jeûne qui ne doit pas être oublié, comment continuer avec la piété. Et ensuite, on revient. Et comme un bon jour de fête, on prépare les meilleures mères, on donne de beaux habits aux enfants, on offre des cadeaux aux amis, au voisinage, à la famille. Et la fête continue, mais pourvu que le jour de la fête même ne vienne pas contredire à travers certains de nos comportements et des excès, ce qui a été appris pendant Ramadan. Alors, quand vous voyez un peu la situation de notre pays, nous avons soif de réconciliation, tout ça, c'est un moment de spiritualité qui est mis donc, à profit pour prier pour notre pays, pour nos attitudes de tous les jours, pour tout ce qui se passe dans le monde. Effectivement, parce que ce pays nous porte, nous disons, tous les pays dans leur histoire ont quelques difficultés. Nous sommes aussi, nous, dans une période particulière. On n'est jamais totalement comblé du bien. Nous voulons davantage de bien, de réconciliation, de paix pour notre pays. C'est le devoir des musulmans de profiter pour adresser des prières à Dieu dans ce sens-là, ce pays que nous habitons, pour qu'il aille beaucoup mieux. Très bien. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre entretien avec vous. Hein. Si on devait retenir une seule chose de ce mois, de la fête, si on devait synthétiser, qu'est-ce qu'on dirait? Si on doit synthétiser, c'est qu'après un mois d'adoration intensive, de méditation sur nos comportements, nous devons nous souvenir de notre Seigneur, nous devons montrer notre reconnaissance à travers nos bons comportements et surtout nous conformer à ces consignes. Très bien. Merci beaucoup, professeur Imam Oustaz Karamoko Yaya. Imam donc de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et puis, Eva et moi, on cherchait un endroit où aller pour faire la fête. Donc, ça tombe bien. Est-ce qu'on est invité? Voilà, donc, est-ce qu'on est invité? Oui, vous êtes invité. Je laisserai le contact. Eva est très forte dans les emporter. Hein. Au-delà de son air glamour, elle est très pratique. J'ai déjà mon gros boubou et tout. Alors, au moins 2-3 boubous de réchange. Il y a un boubou pour le matin, l'autre l'après-midi, ça peut bien aller. Et puis 3 sachets pour l'accompagner après. D'accord, merci bien. Merci beaucoup, très bien. Merci. Et puis bon voyage sur San Pedro. Ce soir, bien sûr, c'est Laylatul Qadr, c'est comme ça qu'on dit, hein. C'est donc la nuit du destin avant l'Aïd el-Fitr. Ce sera dans quelques jours. Vraiment, bon courage à tous nos frères, à toutes nos sœurs de confession musulmane. Le conducteur de Matin Bonheur se poursuit avec dans quelques instants. Nous aurons bien sûr la météo, l'agenda et le journal présenté par Maïsako. Merci d'être avec nous. Merci d'être à Matin Bonheur. RTI 1, la chaîne qui rassemble.
Events et Orange Côte d'Ivoire présentent la tournée mandingue avec Afou Keïta, la diva de la musique mandingue. Le jour de la fête de Ramadan au stade de Boaké, le 27 juin au stade de Daloa et le 29 juin au stade d'Odiéné à partir de 16h. Ticket 1000 francs, 2000 francs. Infoline 89 85 10 89. Venez tous faire la fête. Un événement en partenariat avec Orange. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du nord de la bande centrale seront intéressées ce matin par un ciel nuageux et quelque peu pluvieux. Cette situation pourrait progressivement évoluer vers des éclaircies. Les régions du littoral et forestières, après une bonne présence nuageuse, pourraient connaître très vite de larges éclaircies. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, Adiaké marquera 24, il fera 24 degrés à Bondoukou, Boaké 25 degrés, Daloa 24 degrés, Dimbokro marquera 25, il fera 25 degrés à Gagnoa, le mercure affichera 23 à Korogo, 24 degrés sur la ville de Mans, 23 au Diéné, San Pedro 25 degrés, Sassondra 25 degrés, Tabou 24 degrés et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, on aura un ciel généralement nuageux sur les régions forestières et les régions côtières avec par moments de larges éclaircies. Toutefois, en fin de période, quelques bourgeonnements nuageux pourraient apporter quelques pluies dans la région du sud-est. Un temps généralement nuageux pourrait s'installer progressivement. La région du nord-ouest connaîtra quelques pluies orageuses. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 29 degrés à Abidjan, Adiaké 28 degrés, 32 degrés à Bondoukou, Boaké 31 degrés également à Daloa, Dimbokro 33 degrés, Gagnoa 31 degrés, Korogo 33 degrés, 30 degrés sur la ville de Mans, Odiéné marquera 31 degrés, San Pedro 30 degrés, Sassondra 29 degrés, il fera 29 degrés à Tabou et Yamoussoukro 30 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La jeunesse invitée à s'impliquer dans l'organisation des 8e Jeux de la francophonie, le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, a saisi l'opportunité du forum sur les journées de réflexion de la jeunesse du district autonome d'Abidjan pour demander aux jeunes de s'approprier l'événement prévu au bord de la lagune Ébrié du 21 au 30 juillet prochain. Issa Tchonanyeo. Le succès des 8e Jeux de la francophonie passe par la mobilisation de la jeunesse. À 30 jours de l'événement, le ministre Robert Mambé demande aux jeunes du district d'Abidjan de s'approprier ces Jeux. Ces Jeux, c'est pour vous. C'est pour vous, ces Jeux. Et le président Alassane Ouattara, en acceptant de poser la candidature de la Côte d'Ivoire, a pensé d'abord à la jeunesse. Parce que nous allons recevoir plus de 4000 jeunes venant de tous les pays francophones. Il y a 84 pays. Un appel entendu par les jeunes. Notre objectif, tout mettre en œuvre pour que tous les sites des Jeux soient bondés de monde et que les jeunes sortent massivement pour pouvoir prendre part à ces Jeux-là. Montrer à toute la communauté internationale que la jeunesse ivoirienne est engagée
et que c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir ces jeux-là au bord de la lagune Ébrié. À Yopougon, on a prévu beaucoup de choses. On a prévu des jeux pour égayer la jeunesse, pour qu'à Yopougon, on sente que le jeu de la francophonie, nous l'avons accaparé. C'est une bonne idée parce que ça va permettre à la Côte d'Ivoire de se faire connaître, même si elle est déjà connue au niveau international, mais ça va la faire connaître plus et puis promouvoir sa culture. Et puis montrer à l'extérieur que la Côte d'Ivoire est un pays stable, la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, appeler aussi les investisseurs, emmener les opérateurs économiques à venir investir en Côte d'Ivoire. Le Conseil des jeunes du district d'Abidjan, COGEDA, promet de mener des actions fortes dans les jours à venir pour faire de ces jeux un succès. Parlons à présent coopération sino-ivoirienne. La Chine offre du matériel artistique à la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Franck Quadio. Le geste paraît anodin, mais au-delà du simple échange de procédés, remise à du matériel de bureautique et de développement artistique, instruments de musique et différentes logistiques, cet échange entre le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, et l'ambassadeur de Chine près la Côte d'Ivoire, Tang Weibin, traduit l'élan positif de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Un don de 50 millions de francs CFA en matériel, l'action a son sens. Ce don qui fait suite à la visite que nous avons faite en Chine grâce à vos soins l'année dernière, vient renforcer notre dispositif administratif, notre capacité et surtout notre option pour une gestion efficace et pragmatique du programme national de développement de notre patrimoine culturel. Occasion pour le donateur de rappeler les liens historiques qui symbolisent la coopération sino-ivoirienne, partie de 1983, date de la matérialisation de cette collaboration et passant par 1992, date de l'accord de coopération culturelle, renforcé en 2016, année d'imprégnation culturelle entre les deux peuples, la Chine et la Côte d'Ivoire au plan culturel plus que jamais liés. Le premier cité s'est même engagé à œuvrer au renforcement des capacités des formateurs, des étudiants et des opérateurs culturels ivoiriens. Après le domaine de la coopération, intéressons-nous à la cohésion sociale. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, a organisé récemment la cérémonie marquant son 25e anniversaire. Ce 25e anniversaire vise à célébrer les femmes qui s'illustrent comme des modèles. Chris Diomondé, Franck Quadio. 300 femmes, leaders et responsables d'ONG à la cérémonie marquant les festivités du 25e anniversaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Une initiative de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, FPPM section Côte d'Ivoire, en vue d'inciter les femmes de tous bords à être des modèles de paix. En tant que femmes, nos efforts pour incarner la paix et l'harmonie dans nos familles doivent être notre combat quotidien. Ne laissons pas la paix dormir en nous. La paix doit déranger le monde. Être ambassadeur de paix, c'est un engagement. Mère Teresa a dit, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Ma famille, c'est la Côte d'Ivoire. Rentrons tous chez nous et aimons la Côte d'Ivoire. Fait marquant, 9 femmes faites ambassadrices de paix en collaboration avec la Fédération pour la paix universelle. De nombreuses personnes se sont engagées en faveur de la paix. Nous leur rendons hommage. Nous pouvons être en mesure de transcender les conflits et faire en sorte que la démocratie soit fondée sur une éthique universelle, sur les valeurs essentielles, à savoir la bienveillance, la miséricorde, l'amour du prochain. Les femmes de la FFPM partagent un but, celui de surmonter toutes les barrières religieuses, économiques, raciales et nationales. La Fédération des femmes opère dans 4 domaines d'activité que sont l'amitié, l'éducation, l'entraide et la recherche. Autre chose à présent avec l'enseignement technique, les examens à grand tirage se poursuivent avec le baccalauréat. Hier mardi, les épreuves orales du bac technique ont débuté et prendront fin le 30 juin. Ce sont au total 242 910 candidats sur l'étendue du territoire qui prendront part aux oraux de français et d'anglais. Chris Diomondé, Franck Quadio. Lycée technique d'Abidjan Cocody. Il est 10 h, l'air concentré,
Certains préoccupés, ces candidats au bac technique attendent leur tour de passage aux épreuves orales de français et d'anglais. Herman et Mondésir sont deux candidats. Ils se disent confiants. Bon, ce matin, ça peut aller, puisque je me suis préparé. Quel que soit le sujet, nous allons l'affronter sereinement. Je suis tombé sur le test 2 de l'œuvre intégrale de Cheikh Hamidou Kane. Certains sujets de français, c'est abordable parce que nous avons déjà vu cela en classe. Pour cette première journée, les oraux se sont déroulés dans un bon esprit selon les encadreurs de ce centre d'examen. Les tests se font déjà en classe. Donc ils viennent juste pour voir s'ils maîtrisent la lecture méthodique par exemple. Voilà. Et puis bon, on leur pose quelques questions. Les oraux commencent bien. Mais il faut dire, comme c'est le démarrage et avec la pluie, il y a sans doute quelques petits retards, mais les choses rentrent dans l'ordre. Actuellement, les candidats sont en train de composer en anglais et en français. 242 910 candidats sont en lice pour les oraux du bac technique qui se dérouleront du 20 au 30 juin 2017 en Côte d'Ivoire. Lutte contre l'érosion côtière à Grand Laou. La Côte d'Ivoire, au nombre de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, est engagée dans la lutte contre l'érosion côtière. Pour faire face au phénomène, elle a sollicité et obtenu l'aide de la Banque mondiale à travers son programme régional d'assistance technique relatif à la lutte contre l'érosion côtière et d'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest, dénommé West Africa Coastal Areas. C'est dans le cadre de ce programme que s'est tenu un atelier de validation des études pour l'appui à la préparation d'un plan d'investissement multisectoriel pour la ville de Grand Laou, ville pilote. Justine Saïdjiki. En Côte d'Ivoire, les 2 tiers du trait de côte sont déstabilisés par l'érosion. Les villes telles que Assini, Grand Bassam et Grand Laou sont affectées par l'érosion côtière. L'ampleur du phénomène a suscité l'engagement de la Côte d'Ivoire depuis 1992 pour la protection et la gestion de son environnement côtier long de 566 km et couvrant une superficie de 23 253 km², soit 7% de la superficie du pays. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans sa quête de solutions, a sollicité la Banque mondiale il y a de cela quelques années. Et donc, un mécanisme a été mis en place. Nous sommes dans ce processus, les études ont été réalisées. Et aujourd'hui, il nous faut donc poursuivre ce processus avec la réalisation concrète donc, des résultats de recherche dans la ville de Grand Laou qui a été retenue comme ville pilote. Pour faire face au phénomène, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien technique et financier de la Banque mondiale à travers son programme d'assistance technique à la gestion du littoral de l'Afrique de l'Ouest, WACA. Le développement économique, c'est d'une part créer de la richesse, mais c'est aussi conserver la richesse existante. C'est pour ça que la Banque mondiale accompagne le gouvernement ivoirien dans la lutte contre l'érosion côtière. L'adoption d'un plan d'investissement multisectoriel pour lutter contre l'érosion côtière et ses effets collatéraux dans la ville de Grand Laou, ville pilote dans le cadre du programme de la Banque mondiale, est d'un grand intérêt pour les premiers responsables de Grand Laou. L'ancienne ville a été pratiquement endommagée au tiers et la présence du gouvernement de la Banque mondiale va permettre, pas de réhabiliter totalement, mais faire en sorte que la population soit sécurisée et qu'économiquement elle s'en sorte. Après la ville de Grand Laou, le projet s'étendra aux autres villes côtières. En image, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a conduit une délégation à la 106e session de la Conférence internationale du travail en Suisse. Cette rencontre internationale a vu l'élection de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration du Bureau international du travail. Une élection qui fait de la Côte d'Ivoire membre décideur de la politique mondiale du travail et de la protection sociale. À l'étranger, une explosion a eu lieu hier soir dans la gare centrale de Bruxelles. L'auteur présumé a été abattu selon les médias belges. Cette explosion est considérée comme une attaque terroriste par le parquet fédéral. C'est le premier procès en France des biens mal acquis. Théodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale,
comparaît devant le tribunal correctionnel ce 21 juin. Le prévenu, lui-même vice-président de son pays, doit être jugé pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et au moins 50 millions d'euros d'amende, soit la moitié du patrimoine mobilier et immobilier saisi en France. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci à vous. Et bonne nuit du destin à vous. Merci. Oui. Dans quelques instants, donc, Fatim Djedje nous présentera sa revue de presse. Vous le savez, tous les jours, elle lit les journaux. Certains articles retiennent son attention. Elle décide de nous en faire le détail sur ce plateau. Et c'est avec grand plaisir qu'on l'écoute. Alors la première information est politique et on parle donc de l'alliance du 3 avril avec l'Expression. Le groupement porté par le député Fresco Alain Lobognon veut donner un sens au discours prononcé le lundi 3 avril 2017 par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Ce jour-là, le chef du Parlement mettait tous les élus du peuple en mission, les enjoignant de semer dans leurs circonscriptions respectives et dans tout le pays la graine de l'amour et de la réconciliation nationale. L'intention de cette alliance, il faut en convenir, reste louable, mais aussi louable que soit l'initiative, cet attelage dont la composition n'est jusque-là pas connue, suscite de la curiosité. Interrogé sur la question, Alain Lobognon refuse obstinément de lever le voile sur l'identité de ses camarades réconciliateurs. Mais ça, c'était bien sûr sans compter sur l'initiative du site internet lementor.net, qui a dressé une liste de députés censés appartenir à une alliance. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une série de réactions sur les réseaux sociaux. Dans leur ensemble, les députés refutent leur appartenance à l'alliance du 3 avril. Et vous trouvez bien sûr le détail de ces réactions dans l'expression du jour. Maintenant, on va s'intéresser à un homme intègre, grâce à l'Inter, qui nous apprend qu'au Burkina Faso, les résultats de la contre-expertise sur les restes des corps de Thomas Sankara et ses compagnons n'ont pas permis d'identifier leur ADN. Cette contre-expertise demandée par les familles des victimes du coup d'État d'octobre 1987 vient confirmer les premiers résultats livrés par un laboratoire marseillais. Rien ne permet donc d'affirmer que le corps qui était dans la supposée tombe au cimetière est bien celui du père de la révolution burkinabé. La prochaine étape, c'est la réinhumation des restes, selon le juge d'instruction. Le mystère reste donc entier dans l'identification du corps de Thomas Sankara. On change de sujet avec Soir Info. Des enseignants, notamment ceux de la section du syndicat national des enseignants du primaire catholique de Côte d'Ivoire, de Yopougon, ont assiégé les locaux abritant les bureaux de leur évêque, Monseigneur Le Zoutier, hier. Ils criaient « L'ouvrier mérite son salaire ». Selon le secrétaire local du dit syndicat, fin mai, il ne leur a été versé que le quart de leur salaire mensuel, à quoi le directeur diocésain de l'enseignement catholique répond qu'il n'y a pas d'argent. Les manifestants précisent qu'ils ne peuvent pas laisser une partie de leur salaire et aller en vacances. Or, pendant les vacances, eh bien, ils sont déjà sans salaire. Je vous propose maintenant une histoire incroyable à lire dans Allo Police et ça se passe aux États-Unis. Richard Anthony Jones, qui est donc à droite de l'écran, a été libéré le 15 juin dernier après avoir passé 17 ans en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. Et tout ça à cause de quoi? Eh bien, un sosie. Cet homme avait été condamné en 1999 et avait été déclaré coupable sur de simples témoignages. Pendant son incarcération, plusieurs de ses co-détenus ont été frappés par sa ressemblance troublante avec un autre prisonnier prénommé Ricky, qui lui donc à gauche de l'écran. Cet homme vivait au moment des faits près du lieu où ils ont été commis. Et lors du procès en appel de Richard Jones, les témoins oculaires ont été incapables d'identifier le coupable en s'appuyant sur les photos des deux hommes. Le juge a donc décidé de relâcher Richard Jones. On va revenir sur cette mort en direct qui avait profondément choqué l'Amérique, celle de Philando Castile, abattu par un policier lors d'un contrôle routier le 6 juillet 2016 dans le Minnesota. La scène avait été filmée sur Facebook Live par sa compagne, présente en compagnie de sa fille en bas âge dans la voiture. Et selon le New York Times, lorsque le verdict est tombé vendredi dernier, un officier de police de plus acquitté après avoir tué un homme noir, les familles d'autres victimes de la police ont vu leur souffrance ravivée. Et d'ajouter que malgré l'attention portée ces dernières années aux violences policières, malgré le mouvement des Black Lives Matter qui signifie les vies noires comptent, malgré les manifestations nationales et les vidéos qui font surface régulièrement, peu de policiers sont poursuivis.
Et dans les rares cas où un procès a lieu, ceux-ci sont généralement acquittés, soutient donc le journal new-yorkais. Allez, on finit avec la politique française qui vient de refermer un très long chapitre électoral. Et à chaque élection, certains électeurs manquent d'imagination et d'autres, on va dire qu'ils sont très inspirés. Je vous propose maintenant un florilège des bulletins de vote les plus insolites dans la région des Hauts-de-France. Alors, sur la première photo qui va apparaître, on a quelqu'un qui a voté pour Hannibal Lecter avec pour suppléante Margaret Thatcher. Il fallait le faire. Un autre, c'est l'image suivante, a déterré Robespierre, dont vous voyez le portrait à l'écran. Robespierre qu'on a souvent associé à Jean-Luc Mélenchon. L'image d'après aussi, il fallait le faire. Quelqu'un a osé voter pour Jacques Messrine, le célèbre braqueur français décédé. Et en plus des images, il y en a qui se prennent pour Saint-Exupéry et dessinent des moutons, comme vous allez le voir, avec écrit « En marche, la République des moutons ». Et on finit avec mon préféré, qui a écrit dans son bulletin de vote « Quitte à voter pour des cons, autant voter pour moi ». Voilà. Comme disait Talleyrand, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Allez, je vous dis à demain. Merci Timfa. Et puis n'oubliez pas l'exercice pour la fin de la saison. Revenir à faire un petit récapitulatif sur tous les buzz qui auront marqué bien sûr cette saison. Je rappelle qu'on vous retrouve demain et vendredi avec la revue de presse classique couplée à la revue de presse People. Il est exactement 6h49 partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci de nous faire l'honneur de vous réveiller en notre compagnie. Dans quelques instants, nous allons recevoir bien sûr notre invité famille. Vous savez, il s'agit chaque mercredi de notre docteur Bernadette Assou-Nguessan, psychologue, qui va nous parler bien sûr d'un fait assez insolite, mais qui est très usuel dans la sphère familiale. Lorsqu'on a un conjoint qui n'a pas de salaire, qui ne travaille pas, comment appréhender cette situation, comment la vivre, que ce soit au niveau social, sociétal, psychologique et tout court. On va parler avec elle, ce sera dans quelques instants. Mais avant, je vous tends la main et je vous accompagne dans ce reportage qui montre Abidjan dans tous ses états. Les temps sur la ville d'Abidjan sont un cauchemar pour des populations. Ce mardi 20 juin 2017, il est 11h quand notre équipe met le cap sur la commune d'Abobo. Objectif, toucher du doigt cette situation. La pluie qui est tombée toute la nuit et qui vient à peine de s'arrêter a fait des dégâts dans ce quartier populaire de PK18. Une situation que les habitants de ce quartier vivent mal. On a un problème dans nos quartiers. Il n'y a pas un coin où l'eau peut passer pour aller au bord. Il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien. S'il plaît comme ça, l'eau rentre dans nos cours, ça rentre dans nos maisons. Si on n'est pas sorti pour vider l'eau, il n'y a pas un coin où l'eau va partir. Il n'y a même pas de route pour passer. Regardez le coin. Tout le coin est gâté. Nous sommes fatigués. Chaque jour que Dieu fait, on enlève l'eau. On est dans un temps pluviable. Donc quand c'est comme ça, là, nous sommes fatigués. Que l'État nous aide avec ça. Sinon, il n'y a pas de caniveau dans notre quartier. Maisons inondées, routes impraticables. À l'instar de plusieurs zones comme la commune de Koumassi, PK18 est une zone en détresse quand vient la saison pluvieuse. C'est d'ailleurs ici qu'un couple a péri sous les eaux il y a à peine une semaine. Une heure plus tard, c'est la commune de Yopougon que nous visitons. Dans le dos de ce quartier chic de Koprim, la situation est tout aussi alarmante que déplorable. Ici, les maisons ne sont pas envahies par les eaux, mais elles plutôt s'écroulent les unes après les autres. Ce matin, aux environs de 6 à 7 heures par là, l'écoulement de nos maisons, bon, jusqu'à présent, on ne comprend pas. Actuellement, tous nos affaires qu'on a pu récupérer sont chez les voisins de l'autre côté. Puisque ici, on a libéré presque toutes les maisons. Donc, actuellement, on ne sait même pas où partir, on ne sait pas où rester. Vraiment, c'est difficile. Pendant l'entretien avec ce sinistré, un bruit sourd. Une autre maison vient de s'écrouler. Il faut vite partir. Le flanc de ce quartier est une zone à risque. Une zone risquée, potentiellement sinistrée, qui change le visage de la capitale économique après le passage de la pluie. C'est triste tout ça. Franchement, ça on le déplore à chaque fois, mais ça fait mal au cœur de voir des gens
vivent dans ces conditions. Les quartiers sont délabrés, les routes impraticables, sans oublier les odeurs qu'on imagine aisément, le risque de maladie. Franchement, c'est pas évident et force à vous, c'est vraiment triste de voir tout ça. Cela dit, aujourd'hui, plusieurs journées sont célébrées, vous le savez. C'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Je trouve d'ailleurs que cette année, on n'en a pas beaucoup parlé hein, en Côte d'Ivoire. D'habitude, en général, il y a plus d'effervescence que ça. Je pense que pour avoir fait RT Musique, hein, le district d'Abidjan organisait des manifestations éclatées un peu partout donc dans la ville d'Abidjan, des concerts, etc. Je ne sais pas s'ils auront lieu cette année. Je n'ai pas vu de communication autour, mais je peux me tromper. J'espère que ce sera fait. Peut-être qu'ils ont voulu concentrer toutes les forces pour la francophonie qui va regrouper un peu tout ça. Oui. Et on peut se faire notre fête de musique. Bah oui, on va faire la fête de la musique aujourd'hui, hein, sur ce plateau d'ailleurs. C'est également la journée mondiale du yoga. On parlait de yoga en début d'émission. Voilà, le maître yogi est là, il a pris la position. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est les noms des positions non, mais c'est bon, de yoga, bon, du les chien, techniques de respiration, etc. Oui, bon, c'est bon pour le corps. Ça donne de la vigueur, c'est bien. Exactement. Et surtout, une journée dont j'aimerais vous parler, c'est la journée mondiale de la lenteur. C'est aujourd'hui et profitez-en. Vous allez pouvoir prendre votre temps pour faire tout ce que vous avez à faire et même si vous n'avez rien à faire, c'est pas grave, vous prendrez votre temps pour regarder le temps passer. Non, je ne vais pas vous ôter les mots de la bouche parce que je pense que vous avez pose la question, une idée très précise dans cette équipe, de quelqu'un qui peut être célébré aujourd'hui. Et il faut dire que cette journée est québécoise et remonte à 2001. Elle émane d'esprit non conformiste et fait lentement son trou. La meilleure façon de célébrer la journée internationale de la lenteur serait de respirer profondément ou encore de regarder les nuages qui flottent dans le ciel, affirme une de ses créatrices canadiennes. Donc vous pouvez prendre votre temps aujourd'hui. Être lent, nonchalant, voire. Et je vous assure qu'un jour, il y aura une journée internationale de rien. Bah oui, franchement, il y a des journées nationales de tout. Ah non, mais franchement, la journée des... Avant-hier, c'était la journée internationale des sans culottes. Franchement... Vous l'avez respecté ouais, sans chemise, sans pantalon. Alors, dans quelques instants, mesdames et messieurs, il sera à 7h. Et 7h, vous le savez, c'est le passage obligé pour notre thématique. Mais n'oubliez pas, on ne le dira jamais assez, notre pays a le grand honneur d'accueillir Eva, d'accueillir un événement magnifique. Ah oui, ce sont les Jeux de la francophonie qui se tiendront ici même à Abidjan du 21 juillet au 31 juillet. 10 jours, 4000 athlètes qui sont attendus, c'est pas 400, 4000 athlètes, près de 8000 participants en tout. Et nous comptons, et nous savons d'ailleurs pouvoir compter sur l'hospitalité des Ivoiriens. Il ne faut pas faire mentir notre hymne national qui dit que nous sommes le pays de l'hospitalité. Donc il faudra être, je sais que les Ivoiriens sont chaleureux de nature, mais là on va faire un peu plus, histoire de montrer que vraiment la francophonie ne s'est pas trompée. En nous choisissant comme pays hôte, on va être souriant, accueillant pour des gens qui demanderaient par exemple des renseignements dans la rue parce que, bien évidemment, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit disponible pour ces étrangers qui vont venir. Que les femmes soient toujours bien habillées, soient toujours coquettes. Les hommes également. Franchement, oui. On va donner une très bonne image de la Côte d'Ivoire de sorte que quand les athlètes vont partir, ils vont dire Abidjan, là, franchement, on veut revenir. Il faut franchement qu'on se donne tous la main pour faire de ces Jeux une réussite parce qu'il y va du prestige de notre pays. Il faut donner beaucoup de bonnes vibrations à tous ces... Pourquoi vous riez? Non, mais j'imaginais autre chose parce qu'avec vous, je m'attends à tout. Non, il faut donner tout ce qu'on a pour vraiment que les gens se sentent bien ici. Et puis, c'est le volet économique également très important parce qu'il faut que les commerçants, tous ceux qui sont dans la sphère commerciale puissent vraiment se mettre au diapason et puis voilà quoi, célébrer la francophonie. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer une très belle initiative qui a eu lieu à Paris ce week-end avec Cœur Royal d'Afrique. C'était une soirée vestimentaire, Eva, une soirée où on alliait modernisme et tradition africaine. On avait de très belles tenues et c'était très bien. Les Parisiens, les Ivoiriens à Paris et les Africains en général ont vraiment apprécié cette soirée-là qui était donc parrainée par un monsieur très connu, un opérateur économique parisien, monsieur Abdoulaye Ouattara du côté de Ville-Parisien. On salue cette très belle initiative qui fait la promotion de la culture africaine. Un peu d'humour et on se retrouve juste après.
Attends, tu as quel problème? D'accord, tu as faim, c'est ça? Mais bien sûr, tout le monde a faim. Mais ici, moi, j'ai mes règles. J'ai mes principes. Ici, avant de manger, on prie. Hein? Oui, si on ne prie pas, on ne peut pas manger. C'est comme ça. Il est midi? Ah, mais c'est pour la nourriture qu'on prie. Je n'ai pas dit que c'est l'heure normale de la prière, mais c'est pour la nourriture que je prie. Avant de manger, c'est comme ça. Tu as l'habitude, on va se lever pour prier. Hein? Mais bien sûr. Tu penses de quoi? Alors, moi, je m'apprêtais à prier quand tu es rentré. Lève-toi à prier. Quoi? Mais il faut un imam. Lucas, passe devant, tu vas être imam ou on ne mange pas. Ce sont mes principes. Va devant. Bon, laisse tomber, moi je serai imam. Moi je serai imam. Oui, oui. Non, non, reste là. Je suis derrière et je dirige la prière. Ce sont mes principes. Tu es devant, je suis derrière et je dirige la prière. Ah oui, on prie et puis on mange. Non, il n'y a rien, t'inquiète. Oh, toi aussi. Un peu devant. Voilà. Reste concentré, hein. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa li Musa wa Zakaria wa Yahya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hein? Ah non. Tu sais, c'est ça aussi le miracle de Dieu. Tu sais, j'étais arrivé le verset où Dieu a dit dans le Saint-Coran, la tulhikum amwalikum wala awladikum an zikrullah. Wa man yaf'alu zalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum. C'est là que Allah a parlé. Précisément, il dit, regarde ici, Dieu dit kum. Tu connais ce que signifie kum? Ou anfiqu mimma razaqnakum min qablu an yatiya ahlakumul maut. Faut y couler la vie. Oui. C'est ça qu'il a précisé dans verset 7. Illa ajalin karib. Fa asaddaka wa akum min as-salihin. Merci aux zézins de l'art que vous retrouvez comme ça de temps en temps sur Matin Bonheur, histoire de nous faire travailler nos zygomatiques le matin, ça met de bonne humeur. D'avoir de l'humour. Elle est installée, Dr Bernadette Assou-Nguesson, bonjour. Bonjour. Bonjour Marcela. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les mercredis. Je pense que vous le savez d'ailleurs, les téléspectateurs sont très fans de vos interventions. Selon les retours qu'on a, et notamment sur les réseaux sociaux, ils apprennent beaucoup. Sur vous allumez des fois, mais bon, ça bah va. oui, des sujets qui peuvent paraître comme ça anodins. On se dit, on a tous un avis sur la question, mais avec vos éclairages, on se rend compte qu'il y a peut-être un peu plus à creuser. D'ailleurs, aujourd'hui, on parlera du conjoint sans emploi dans la vie du couple et de la famille. La semaine dernière, c'était la femme salariée. On a un peu parlé donc
des couples où tous les deux sont salariés, du couple où la femme uniquement est salariée, des problèmes que cela pouvait engendrer. Aujourd'hui, on va prendre la tendance inverse. Donc les couples, on va parler en priorité des couples où le conjoint homme est sans emploi, mais on parlera également de la femme qui est sans emploi. Donc tout cela, ce sera dans quelques instants après un jingle, un élément récapitulatif et explicatif, et on se retrouve juste après. Couple, au fil des ans, un équilibre se met en place. Chacun organise sa vie en fonction de l'autre. Les tâches sont partagées de manière machinale. Rien n'est statique. Mais le chômage introduit un changement très brutal et les équilibres en place se fragilisent. Les deux partenaires doivent s'adapter à ce changement brutal et ce n'est pas simple. Je suis homme marié, j'ai toute une famille sous ma responsabilité. C'est un peu difficile de ne pas travailler quand on a une famille. C'est ma femme qui est au four et au moulin, c'est elle qui fait un peu de tout. C'est un peu gênant parce que la responsabilité dans un couple, d'abord en premier lieu c'est monsieur. C'est vrai que le couple, on est unis pour le meilleur et pour le pire, mais c'est gênant que l'homme ne travaille pas. En réalité, c'est pas facile quand l'homme ne travaille pas dans un couple, dans un foyer surtout, avec tout ce qui est charge familiale. Quand c'est la femme qui doit, on connaît un peu la suite, c'est pas facile. Le chômage, arrêt volontaire ou forcé du travail, est caractérisé par une absence de revenus, une situation difficile à supporter et mal vécue. Le chômage a ainsi des répercussions évidentes sur le couple. Dame Kwasi, qui est aujourd'hui la seule à subvenir aux besoins de la famille, a sa recette pour ne pas fragiliser son couple. Bon, généralement, il y a des dames qui vivent avec leurs hommes, c'est un peu compliqué, ils ne respectent pas l'homme et tout ça. Mais moi, bon, pour m'occuper de lui, ça ne me gêne pas parce que quand on allait signer à la mairie, on a dit pour le meilleur, pour le pire. Donc là, si le pire est arrivé, je suis avec lui, c'est mon homme. Nous sommes mariés légalement, donc je ne peux pas faire autrement. C'est mon mari, je l'aime. En tant que femme, ce n'est pas vraiment facile. Hein. Les enfants à l'école, tu as fait un peu de tout à la maison, payer le loyer, la facture d'eau, tout et tout. C'est pas facile. Depuis 3 ans, c'est difficile parce que je n'ai pas d'emploi. Mais madame travaille et elle nous aide vraiment dans les tâches de la maison. C'est une dame vraiment qui respecte son mari, qui est aimante avec moi, qui me soutient dans toutes les difficultés que je vis présentement, qui m'aime. Ça, c'est une bonne femme. Parce qu'on a tendance à croire qu'une femme qui travaille et l'homme qui ne travaille pas, elle ne le respecte pas. Mais moi, elle me respecte. Mais vous savez, un couple, il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais. Mais dans l'ensemble, ça va. Chômage de l'homme, chômage de la femme, des différences nettes. Certes, le chômage d'une femme entraîne lui aussi une instabilité dans son couple, mais de manière moins accentuée que celle d'un homme. Et la raison est toute simple. Dans notre culture, l'identité de l'homme est beaucoup plus liée au travail que celle de la femme. Alors, la perte de son travail entraîne des conséquences psychologiques plus lourdes. Car au fond, l'adage de vivre d'amour et d'eau fraîche a perdu tout son sens. Ok, on a 20 minutes vraiment pour faire un peu l'exégèse de ce thème-là. Le conjoint sans emploi dans la vie du couple et dans la famille, ça, c'est tout un programme. Madame Bernadette Assonguessan, rebonjour. C'est un thème vieux comme le monde. Hein. Oui. Chaque fois que l'homme qui est censé être le pilier de la famille est dépourvu de moyens, et bien psychologiquement, sociologiquement, même de façon sociétale, dans le psyché, enfin tous les mots du giron que vous voulez, il y a quelque chose qui se casse. Absolument. Merci et merci encore aux téléspectateurs pour tout ce que vous m'avez dit. Pour cette thématique, en fait, quelle est la difficulté? La difficulté résulte du fait que le travail donne un certain pouvoir. Et donc donne à l'être humain, homme ou femme, mais spécifiquement à l'homme, le droit de la reconnaissance, d'être respecté, d'être valorisé. Et la perte du travail ou le fait de ne même pas en trouver, parce que là, l'élément parlait du chômage, mais il y a des personnes qui ne peuvent même pas en trouver déjà dès le départ, jusque pendant longtemps. Et donc, la perte de cette valeur-là fait que, naturellement, tout ce qui entoure et tout ce que donne
le fait d'avoir un emploi et donc avoir de l'argent, avoir du pouvoir entraîne, toutes ces choses-là sont balayées. Et avec elles, donc, la valorisation. Et cela a des conséquences assez graves, psychologiquement, naturellement, socialement aussi, puisque l'homme est censé être celui-là qui doit prendre les décisions, qui est le chef de la famille. Le chef, donc, s'accompagne avec le pouvoir du travail, le pouvoir du salaire. Le pouvoir de l'argent, parce que forcément, hein, quand on parle de salaire, on parle d'argent. L'homme, on l'a répété plusieurs fois sur ce plateau, est le chef de famille, de ses attributions justement. Il y a la prise en charge de la maisonnée. Mais quand l'homme ne travaille pas, bien évidemment, cette partie-là ne pouvant plus être assurée par lui et désormais assurée par la femme, il peut avoir certaines tensions qui naissent de cet état de fait. Alors, certaines femmes, comme celles qu'on a vues dans le reportage, soutiennent leur mari et elles le disent, ça ne me dérange absolument pas de le prendre en charge, de l'aider, mais des femmes sont carrément opposées à cette idée. Oui, mais la problématique dans ce cas-là, c'est pour quelle raison je me suis mariée, pour quelle raison je suis avec un conjoint, pour quelle raison je suis avec un partenaire de vie. Si je suis avec un partenaire de vie parce que j'attends qu'il m'apporte le confort, c'est vrai que le travail permet d'assurer le confort, la survie et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle je suis avec le conjoint? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est un partenaire de vie avec la personne avec laquelle je vais me construire que c'est important? Quelle est la valeur pour laquelle je me mets en couple? Quelle est la valeur pour laquelle je fonde un foyer, une famille? Si toutes ces valeurs-là se reposent uniquement parce que l'homme apporte tout, assure tout, dans ces conditions-là, ça devient complètement difficile. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'une personne, une femme, se retrouvant à assumer toute seule les charges de la famille, se dit ce n'est pas la peine de rester dans un foyer qui devient un fardeau. Mais à la vérité, il y a certainement une incompréhension dès le départ. Parce que la vie ensemble ne se résume pas à apporter de l'argent. Toi, tu apportes de l'argent pour que je puisse faire ci, pour que je puisse faire ça. Mais l'apport est de tous les côtés. Et donc, si un mari n'arrive plus à assumer les charges de la maison comme il le faisait au départ, cela est bien au contraire un juste motif pour renforcer les liens d'amour, au contraire. Parce que cette personne qui se retrouve sans ressources du jour au lendemain, parce que c'est le cas du chômage, la personne avait des ressources et puis du jour au lendemain, pour des raisons X, elle perd son travail, elle ne peut plus travailler. Cette personne est déjà dans une difficulté psychologique très grande. Donc, elle a besoin, bien au contraire, de soutien, d'amour et d'affection et d'être compris dans son rôle. Ce n'est pas... On ne va pas s'installer dans le rôle de paresseux qui ne veut absolument rien faire et qui donc vit donc au crochet de sa femme. Cela lui va bien. Non, nous ne parlons pas de ce cas de paresseux ou de personnes complètement irresponsables, mais nous parlons de personnes qui sont conscientes de leur rôle social, qui sont le chef de la famille et qu'il faut absolument apporter un certain nombre de choses pour que la famille puisse tenir et pour obtenir des siens la reconnaissance, pour obtenir des tiers aussi, la valorisation et toutes ces choses-là. Donc, il faut bien au contraire assister, être beaucoup plus prévenant auprès de la personne qui a perdu son travail ou qui n'en a pas trouvé, l'encourager à très rapidement retrouver donc du travail. Absolument. On a l'impression que souvent, quand il s'agit de l'homme, quand c'est l'homme qui est en activité et que la femme vraiment est au chômage, il n'y a pas de souci, généralement parlant. Il n'y a pas de souci. Les hommes prennent ça vraiment avec fair play, franchement, quand ils ont les moyens, généralement parlant. Mais quand c'est autour de la femme, on doit discuter. Il y en a qui disent, par exemple, j'entendais un de mes collaborateurs dire, elle va te soutenir, mais elle va te laisser quand elle ne supportera plus. Pourquoi ça ne doit pas être autant naturel? Pourquoi? Est-ce parce qu'au niveau psychologique, au niveau social déjà, l'homme est établi comme le pilier? Mais après tout, moi j'aime bien, lorsque vous dites par exemple, il faut savoir pourquoi nous nous sommes mis ensemble. Alors ma question est la suivante. Est-ce que, à la vérité, ce ne sont pas les éléments extérieurs qui viennent nuire? Parce que les deux personnes dans le foyer s'entendent, se connaissent. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments extérieurs? La belle famille, les amis, les parents, les regards inquisiteurs, les regards soupçonneux, les regards humiliants. Est-ce que ce n'est pas ça, au fait, le nœud du problème? Ça peut être en partie cela, mais dans la situation, les deux personnes sont concernées et cela dépend de leur personnalité. Si vous êtes en face d'un homme
qui est complètement une personne qui a tendance à se dévaloriser par lui-même, si c'est une personne qui a tendance à ne pas, qui est masochiste, c'est-à-dire que j'accepte la souffrance, j'accepte tout cela, et en face, elle a une personne qui est du caractère dominant, le couple peut bien marcher. C'est vrai que l'influence extérieure peut toujours venir attirer l'attention en disant « Oui, mais ton mari, il ne travaille pas, tu es la seule qui fait tout à la maison, il est toujours couché à la maison. » Toutes ces réflexions-là peuvent être blessantes, mais le tout dépend des deux personnes qui sont dans le couple. Pourquoi elles se sont mariées? Alors, pourquoi est-ce qu'elles se sont mariées et sur quoi elles fondent leur relation et la vie en commun jusqu'à la fin des temps? Nous disons que généralement, le regard extérieur peut effectivement perturber et déranger le couple et la famille. C'est vrai qu'en Afrique, on n'est jamais marié à deux seulement, on est marié avec la famille du conjoint et la famille de la femme avec aussi. Les amis aussi, on est marié et avec les amis soi-disant intimes, les amis préférés et tout cela. On est marié avec beaucoup de personnes. Mais ce sont toutes ces choses-là qui ne devraient pas être. Quand on dit qu'on est marié, c'est le partenaire et les enfants en priorité. Hein. Quand je dis, ce n'est pas dire que je dis qu'il faut mettre de côté tous les amis ou les parents et tout cela, mais qu'en priorité, quand on dit qu'on est marié, qu'on a une vie de famille, c'est d'abord la priorité aux partenaires et aux enfants que nous avons mis au monde qui sont avec nous, ou les personnes qui nous ont été confiées. C'est d'abord cela. C'est d'abord assurer notre bien-être, notre survie, notre confort, assurer tout cela et ne pas trop regarder dans la case à côté. Parce que le regard de la case à côté envoie toujours des problèmes. Et l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin. Absolument. Et cela dit, pourquoi est-ce que ça pose tant de problèmes que l'homme ne travaille pas? Franchement. Ce sont les valeurs qui sont établies dès le départ. Si nous regardons nos sociétés traditionnelles, cela est clair. L'homme, et depuis la nuit des temps, les choses sont ainsi dites et ainsi faites, que l'homme est le chef de la famille, donc c'est lui qui doit survenir donc, aux besoins de la famille. Mais quand on regarde bien dans la société traditionnelle, où nos parents avaient des plantations et avaient des femmes et tout cela, qu'est-ce qui se passait? À la vérité, quand on regarde bien, les femmes étaient celles-là qui travaillaient le plus. C'était celles-là qui faisaient tout et qui apportaient tout à la maison. Les hommes font les grands travaux, ils coupent les arbres et tout ça, mais le planting, l'entretien de la plantation jusqu'à la récolte au quotidien, ce sont les femmes. Mais au moment de la récolte, quand la récolte est terminée, c'est le chef de famille qui prend, nous allons prendre le cas du café de cacao parce que c'est ce qui est notre production, culture de rente. Donc, le café, la femme n'ira pas vendre le café et le cacao. Elle va le récolter, mais la récolte est mise à la disposition de l'homme qui va le commercialiser et revenir avec l'argent et qui donnera ci et qui donnera ça à gauche et à droite pour les besoins de la famille. C'est ainsi établi. La femme ne se plaindra pas de ce que c'est elle qui a fait tous les travaux, c'est elle qui a récolté tout et tout cela. Donc les choses étaient bien comprises en termes de rôle, s'il vous plaît, vous permettez, en termes de rôle social. Avant d'aller plus loin, comment dire, les cultures dont vous parlez, c'était les cultures maraîchères. Est-ce que les femmes travaillaient dans les champs de café et de cacao? Ah oui. Ah oui, au quotidien. Au quotidien, ah oui. Au quotidien. Désherber, tout. Au quotidien, dès que c'est planté et que ça commence à pousser, tout le reste appartient à la femme. L'homme ne vient que pour superviser et pour dire « Ah, il y a peut-être un problème parce que la fève est comme ceci, ainsi de suite. Peut-être à plus de technicité par rapport à ce qu'il lui-même a été dans les plantations de son père et a vu faire et tout cela. Mais au quotidien, c'est la femme. Non seulement elle va entretenir cette plantation, mais créer à côté une plantation de tomates, de vivriers qui vont lui permettre de survenir aux besoins quotidiens et chaque jour de la maisonnée. Pour revenir au présent de la femme qui ne travaille pas dans un cadre urbain, on dira. Vous parliez de l'homme qui ne travaille pas. Vous parliez des difficultés psychologiques qui pouvaient se présenter chez l'homme. Effectivement, lui, son orgueil étant et pouvant être fouetté, il arrive que les hommes qui ne travaillent pas, ça donne à autre chose, notamment les jeux de hasard à n'en point finir, ou même l'alcool, ce qui détériore considérablement l'atmosphère familiale. Absolument. Je veux dire, nous disons que tout cet état de fait de ce que
il est complètement dévalorisé. Il n'a plus droit à la valorisation, au respect, à l'estime, à la considération des tiens, à la reconnaissance. Et tout cela va entraîner naturellement un certain nombre de déséquilibres en lui. Déséquilibres psychologiques de ce qu'il va être complètement émasculé. C'est un homme qui va complètement perdre toute sa virilité, par exemple. Et cela va jusqu'à entraîner des impuissances précoces et tout cela. Mais face à toute cette situation-là, ou même on va l'infantiliser, il devient, c'est celui-là dont on a besoin, qu'on entretient, donc il va être considéré comme un enfant. On ne le consulte pas. On ne le consulte pas, on prend les décisions, tu n'as rien, tu n'apportes rien, tu te tais, c'est moi qui fais tout, tu n'as droit à rien. Et toute cette situation va justement, selon sa personnalité, il y a des personnes qui, malgré tout cela, se tiennent bien et s'arrangent à se trouver quelque chose d'autre à faire. Peut-être ne pas avoir le premier emploi qu'on rêvait avoir, mais créer d'autres activités. Mais d'autres personnes qui ne peuvent pas le supporter à cause de la personnalité qu'ils ont, vont s'adonner à la drogue, vont se donner au tabagisme, à faire des jeux de hasard, passer leur temps dehors, ainsi de suite. Autant de situations qui ne vont pas arranger la chose, puisque nous sommes dans une situation d'handicap déjà. Une situation qui handicape déjà la famille, qui fragilise donc la cohésion de la famille. Si vous vous adonnez donc à l'alcool et les conséquences de l'alcool, on les connaît, vous allez les ramener à la maison, vous êtes complètement ivre, les enfants ne vous reconnaissent pas, vous présentez une image complètement plus dévalorisante, vous vous mettez encore 10 fois sous terre, vous êtes drogué, vous allez battre votre femme, vous allez avoir un certain nombre de comportements qui vont encore aggraver la situation de non-emploi qui est déjà là et qui est une situation assez difficile. Je voulais revenir sur ce que le rôle social qui a été dévolu à la femme et à l'homme font que quand un homme ne travaille pas, puisque c'est écrit que c'est l'homme qui doit travailler et qui doit survenir aux besoins de la famille, quand l'homme ne travaille pas, c'est un réel problème de société. C'est un réel problème de société et pour lequel nous devons regarder à plus et nous arranger pour que dans la société, les hommes puissent avoir toujours du travail et ne pas jouer aussi par rapport à eux-mêmes la carte de la paresse. Mon épouse assure tout et je reste assis et je regarde, je suis contemplateur. Alors, concernant la femme, concrètement, si de façon pratique, comment une femme qui a son homme qui ne travaille pas doit réagir? Parce qu'on sait parfois des femmes, certaines femmes, je ne dis pas toutes, sont très susceptibles. C'est-à-dire le simple fait qu'elles soient au devant, déjà, ça lui donne des ailes et parfois des mauvaises ailes. Et ça, l'homme, déjà, qui est frappé dans son... L'orgueil. Eva, ne me regardez pas. Non, je vous écoute avec attention. L'homme qui est frappé dans son orgueil interprète également tout. Et ça, c'est mauvais. Et il y a des personnes aussi, ça, il faut l'avouer, il y a des hommes qui, quand ils sont en activité, mais franchement, on sent qu'il y a trop d'orgueil. Il y a trop d'orgueil, il y a trop de mépris pour la femme. Il travaille, donc c'est lui, il roule carrosse, donc il y a 2, 3, 4 maîtresses dehors, tout ça. Et puis, survient peut-être un accident ou un incident, il est au chômage et certaines femmes ont tendance à se venger. Oui, c'est de la vengeance, mais nous disons que c'est humain de vouloir se venger. Quand on a subi un tel mépris dans le foyer, on ne reconnaît même plus le conjoint qu'on a choisi, le partenaire de vie qu'on s'est choisi. Un certain nombre de choses se sont dégradées dans la relation. Naturellement, c'est une occasion de pouvoir se venger. Mais est-ce véritablement cela la vraie solution de se venger? Se venger de quoi? Quand on a été sujet au mépris, on a tendance à mépriser aussi, comme pour établir un certain équilibre. Mais est-ce que l'équilibre s'établit véritablement? Quand on a été méprisé et qu'on commence à mépriser, on se méprise davantage. Donc on rentre dans un cercle sans fin, dans un balai qui ne prend pas de fin. Dans le foyer, nous disons qu'il faut se faire des amis. Les amis, c'est l'amour. Les amis, c'est la tolérance, la compréhension, la communication. Et donc, il faut pouvoir aller vers l'autre et discuter, de voir comment est-ce que, malgré la situation qui est pesante, nous pouvons aller de l'avant. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir se venger. Il y a certaines femmes également, par histoire des autres, je dirais, qui décident de ne pas soutenir plus que ça un homme, parce que des témoignages d'hommes ingrats, il y en a légion. Des hommes que des femmes ont soutenus au plus fort de leur galère, elles ont toujours été là dès que la situation a commencé
à s'améliorer, ces hommes-là sont partis dans l'autre sens. Donc, au regard de ces histoires tristes, parce que bien souvent, c'est même après des enfants, etc., la situation se dégrade, elles se disent, mais tu vas souffrir pour un homme, excusez-moi de la trivialité de mes propos, tu vas souffrir pour un homme, demain il va te quitter. Donc pourquoi le faire finalement? Pourquoi le faire? Pour la survie, pour sa propre survie. Et s'il y a des enfants, pour la survie des enfants. Parce que les enfants sont comptables de ce que nous faisons. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Et donc, c'est vrai que, comme nous avons parlé du paresseux, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est vrai que les cas où l'ingratitude des hommes, effectivement, autour de nous, nous en avons constaté. Et chacun peut rendre témoignage de beaucoup de ces situations-là. Mais ce n'est pas parce qu'un individu ou 2 individus ou même 1000 individus se sont comportés comme des personnes irresponsables que tout le monde doit faire comme eux. Ou que la femme doit arrêter d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire la mère, c'est-à-dire celle qui comprend, celle qui est l'amie, celle qui est compassion, celle qui exprime véritablement la cohésion, celle qui rassemble et celle qui construit le foyer. Et puis, quand l'homme qui est au chômage aujourd'hui a posé des actes forts, il y a eu des sacrifices, il a fait des choses concrètes, pas forcément à travers l'argent, mais à travers des actes forts où il vous a soutenu, il vous a sorti de situations difficiles. Parfois, il a peut-être contribué à votre éducation, à votre scolarité, tout ça. Ou bien, voilà, quand il y a ça, 2 personnes qui s'aiment réellement, ce problème-là ne devrait pas. Mais il paraît que dans certaines écritures saintes, je n'ai pas le verset, mais on me fait dire qu'il y a des versets qui disent dans certains livres saints qu'ils s'attendent à des éclats, à des humiliations, le mari que sa femme entretient. Oui, oui, alléluia. C'est possible. C'est un verset biblique, c'est parole du Seigneur. C'est possible, mais qui s'attendent, on dit bien, qui s'attendent à des éclats. Siracide 25, verset 21. Oui, cela s'attendent à des éclats. D'accord? Ça veut dire qu'il faut pouvoir ne pas rester dans cette situation, même quand cela arrive. Je suis tout à fait à l'aise pour dire que Dieu a dit que c'est l'amour qui triomphe de tout. Amen. Les éclats peuvent arriver, mais étant donné que je suis le chef de la famille et que je dois pouvoir survenir à tout et que nous devons respect mutuel, amour partagé, alors, quand les éclats arrivent, à qui je regarde? Je regarde à celui qui a dit que je suis l'homme et que je suis le responsable de la famille. Et je regarde à qui a dit, tu es femme et tu te soumets à ton mari et qu'ensemble, vous éduquez vos enfants. C'est cela. Je suis tout à fait à l'aise avec cela, qu'en toute chose, il faut respecter la créature de l'homme. La créature. Non, j'aimerais ajouter. Oui, je sais. Je pense que les femmes doivent soutenir leur mari. Je vous taquine. Moi, j'aimerais ajouter. Au fait, tout dépend de l'éducation qu'on a. Parfois, quand on a grandi dans une famille où on a vu son père, la relation son père et sa mère, d'une certaine manière, ça conditionne le comportement de la femme quand elle voit son mari au chômage. Tout à fait. Mais nous disons que, quelles que soient les raisons, quel que soit ce qui peut arriver, que l'homme n'ait pas de travail, l'attitude que la femme doit avoir, c'est de savoir que c'est l'homme que j'ai choisi, c'est mon partenaire de vie. Voilà. Je me construis au travers lui, nous nous construisons ensemble et nous avons le devoir de construire l'avenir de nos enfants. Que ce soit lui qui momentanément ne puisse pas apporter grand-chose, mais il ne s'agit pas seulement d'apporter de l'argent. Le foyer, ce n'est pas que l'argent qui fait le foyer. Il y a tellement de choses à faire dans le foyer. Quand on regarde les tâches, nous disons, il y a peut-être dans un autre passage, nous disons qu'il s'agit de faire une liste des tâches à faire et de se les partager. Quand nous sommes partagés les tâches et que chacun responsable qu'on assume ses tâches, je pense que le problème ne se pose plus. Il faut pouvoir donc, quelle que soit la situation de la famille, l'apporteur d'argent n'est pas celui-là qu'il faut considérer ou celui qui n'apporte pas qu'il faut mépriser, mais que ce soit l'homme qui apporte ou qui n'apporte pas l'argent, je dis bien l'argent, il ne s'agit pas de responsabilité, il faut pouvoir se respecter car dans le couple ou dans la famille, ce qui doit être primordial, c'est l'amour et le partage que nous devons faire pour construire la vie. En définitive, mesdames et messieurs, quel que soit celui qui porte le brassard financier de la famille, sachez que le capitaine de la famille, c'est toujours l'homme. Il faut le soutenir et surtout le soutenir parce que la vie, voilà.
Oui, merci en tout cas, Madame Nguessan. Merci, Madame Nguessan. Et encore une fois, hein, je vous taquine beaucoup, mais je pense au plus profond de moi que on ne vous reproche rien. Non, je ne me reproche rien non plus, mais la femme doit soutenir son mari. Effectivement, la vie de couple, c'est une vie à deux. Et puis quand l'un ne va pas bien, l'autre est censé. Regardez, moi je vois si ça vous pensez vraiment. Je vous soutiendrai toujours, Marc. Ok. Pendant un an encore. Oui, c'est cela le couple. C'est ça le couple. Moi j'aime bien votre fameuse phrase, pourquoi nous nous sommes mariés. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y a toujours des yeux, mais voilà, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ça. C'est ça au fait. C'est important. Quand on sait ce pourquoi on est ensemble, on arrive à soutenir et surtout à traverser toutes les difficultés. C'est quand on commence à prêter attention à ce qui vient de l'extérieur que tout se gâte. Exactement. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. On espère que vous avez pris du plaisir donc à être en notre compagnie. Le débat continue en régie entre la rédaction en chef, la réalisation. Mais nous, on était très heureux d'être en votre compagnie. N'oubliez pas, J-29 de la francophonie. Eva, chère épouse, c'est fini. Oui, très chère épouse, je vous soutiendrai toujours, vous le savez. C'est ça. Surtout dans vos bons moments. Surtout dans les bons moments. Bien dit. On se retrouve à 14h30 pour la rediffusion de la thématique et puis pour l'intégralité de l'émission. Vous le savez, vous pouvez vous rendre sur le compte YouTube de la RTI. Et puis, sinon, on se retrouve demain à 5h55. Merci. À demain. Salut là.